Notre planète, une tapisserie vibrante de vie, est en perpétuel changement. Les saisons changent, les ressources diminuent et réapparaissent, et à travers le monde, une impulsion ancienne et puissante s'éveille. C'est un appel au mouvement, un instinct gravé dans l'ADN, même d'innombrables espèces, les poussant à entreprendre des voyages d'une ampleur immense et d'une difficulté stupéfiante. Ce ne sont pas de simples errances, ce sont des odyssées épiques, précises et intentionnelles, dictées par les besoins fondamentaux de survie, de procréation et d'assurer un avenir à la prochaine génération. C'est un rythme aussi ancien que les continents eux-mêmes, un pouls planétaire que nous commençons tout juste à comprendre pleinement dans toute sa magnifique complexité. Nous vous invitons maintenant à nous rejoindre pour une exploration époustouflante de ces grands voyages. Nous voyagerons des forêts ensoleillées du Mexique à l'étendue glacée de la toundra arctique, des profondeurs des océans à l'immensité du ciel. Ici, la survie n'est pas acquise, mais un prix gagné par une endurance extraordinaire, une habileté de navigation étrange et souvent la force collective du groupe. Nous assisterons à la science qui sous-tend ces voyages, aux immenses défis qui doivent être surmontés et aux drames à enjeux élevés de la vie et de la mort qui se déroulent à chaque lieu parcouru, à chaque obstacle rencontré. Cette série explorera 7 des migrations les plus étonnantes sur Terre, chacune témoignant de la puissance brute du monde naturel. Ce sont des histoires de résilience face à des obstacles apparemment insurmontables, des récits de créatures grandes et petites, poussées par des forces qu'elles ne comprennent peut-être pas, mais auxquelles elles ne peuvent résister. Du délicat battement d'ailes d'un papillon traversant un continent, au tonnerre des sabots d'1 million de gnous faisant trembler les plaines, chaque voyage est une merveille d'ingénierie biologique et de génie instinctif. Préparez-vous à être inspiré par la ténacité pure de la vie dans sa forme la plus mobile et la plus déterminée. Nous verrons comment ces mouvements ne sont pas des événements isolés, mais sont intimement liés à la santé de la planète entière. Ces animaux voyageurs sont la sève des écosystèmes, connectant des habitats éloignés, transportant des nutriments et façonnant les paysages qu'ils traversent. Leur succès ou leur échec a des effets en cascade, nous rappelant l'interconnexion profonde de tous les êtres vivants. Alors, commençons notre voyage pour assister au spectacle impressionnant de la vie en mouvement et pour célébrer l'esprit indomptable qui anime ces migrations animales épiques à travers notre planète remarquable. Ça ne commence pas par un rugissement, mais par un murmure. Une émergence silencieuse et flottante dans les forêts de sapins oyamel, fraîches et de haute altitude du centre du Mexique. Ici, rassemblés en colonies colossales et endormies qui drapent les arbres comme des manteaux vivants d'orange et de noir, se trouvent les papillons monarques. Ils ont passé l'hiver dans ce sanctuaire spécifique et sacré, leur métabolisme ralenti, conservant de l'énergie pour un voyage qu'aucun d'entre eux n'a jamais fait, mais qui est inscrit dans leur être même. À mesure que les jours rallongent et que la chaleur du soleil filtre à travers la canopée, une grande agitation commence. Un éveil collectif de millions et de millions de ces délicats insectes. C'est le début de l'un des exploits d'endurance les plus improbables et les plus magiques de la nature. Un monarque individuel pèse moins qu'un trombone, ses ailes aussi fragiles que des feuilles séchées. Pourtant, cette génération, la génération Mathusalem, s'élancera vers le nord, entamant une course de relais de plusieurs milliers de kilomètres contre la montre. Ce sont les porteurs de flambeaux, guidés par une horloge interne et un sens magnétique de l'orientation pour voler vers la promesse de l'asclépiade, la seule plante que leurs jeunes peuvent manger. Leur vol n'est pas une course effrénée, mais une dérive patiente et flottante, chevauchant les courants ascendants thermiques pour conserver une énergie précieuse pour le marathon à venir. L'ampleur de ce départ initial est presque impossible à saisir. Quand ils s'envolent à l'unisson, le son est comme celui d'une douce rivière, le ciel transformé en un vortex tourbillonnant de couleurs vibrantes. Ce ne sont pas les mêmes papillons qui sont arrivés des mois plus tôt. Ce sont leurs descendants, une super génération dotée d'une durée de vie jusqu'à 8 fois plus longue que celle de leur progéniture.
Ils sont nés dans ce seul but, initier le grand retour, transmettre l'héritage génétique de leur espèce vers le nord et entamer un cycle aussi mystérieux que magnifique. Leur chemin est semé d'embûches dès le premier battement d'ailes. Les conditions météorologiques imprévisibles, des vagues de froid tardives aux tempêtes violentes, peuvent décimer leur population. Des oiseaux prédateurs, des araignées et d'autres insectes les guettent, ne voyant pas ces joyaux flottants comme des miracles de migration, mais comme une source de nourriture. Chaque kilomètre parcouru est une victoire, un témoignage de la résilience contenue dans leur minuscule corps. Elles sont une armada fragile, s'élançant sur un océan d'air, guidées par une carte ancienne et invisible vers une destination qu'elles n'ont jamais vue. Tandis que la première vague de monarques se dirige vers le nord, au Texas et dans le sud des États-Unis, une transition critique se produit. Leur long voyage touche à sa fin. Ils ont rempli leur mission. Maintenant, ils recherchent les feuilles tendres et naissantes de l'Asclépiade. Ici, ils accompliront le dernier acte de leur vie prolongée. Ils pondront leurs œufs, de minuscules orbes pâles de promesses, sous les feuilles. Cette tâche accomplie, leur vol épique est terminé. La super génération périt, son œuvre accomplie, ayant transmis avec succès le flambeau à la prochaine étape de ce relais incroyable. De ces œufs éclosent de minuscules chenilles voraces. Pendant les 2 semaines suivantes, leur existence est entièrement consacrée à une seule activité, manger. Elles dévorent les feuilles d'Asclépiade, absorbant non seulement les nutriments pour leur croissance rapide, mais aussi les glycosides cardiaques toxiques de la plante. Cette défense chimique les rend immangeables pour de nombreux prédateurs, un avantage crucial qu'elles conserveront pour le reste de leur vie. Après avoir augmenté leur masse corporelle de plusieurs milliers de fois, la chenille subira sa propre transformation magique, formant une chrysalide d'un vert jade éclatant, parsemé de taches dorées. À l'intérieur de cette enveloppe protectrice, une réorganisation biologique complète a lieu. La créature se liquéfie et se reforme, sa structure même passant d'une machine à ramper et à manger à une merveille ailée du vol. Après environ 10 jours, la chrysalide devient transparente, révélant les ailes orange et noires familières à l'intérieur. La deuxième génération de la migration est maintenant prête à émerger. Ce nouveau papillon ne vivra que 2 à 6 semaines, une fraction de la durée de vie de ses parents. Sa mission est unique et urgente, poursuivre le voyage vers le nord. Cette deuxième génération vole plus au nord, cherchant de nouvelles parcelles d'Asclépiade où elle pondra elle aussi ses œufs avant que sa courte vie ne se termine. Ce processus se répète, créant une 3e et parfois même une 4e génération. Chaque vague repousse la frontière de la population de monarques plus profondément aux États-Unis et, finalement, dans le sud du Canada. C'est un saut de puce multigénérationnel, une carte vivante, respirante, dessinée à travers un continent, chaque génération successive s'appuyant sur les progrès de la précédente, ne rencontrant jamais leurs parents, mais poursuivant fidèlement leur travail. Alors que l'été s'estompe en Amérique du Nord, une magie différente commence. La dernière génération de monarques, née dans les régions septentrionales de leur aire de répartition, est différente. À mesure que les jours raccourcissent et que les températures se rafraîchissent, un interrupteur de développement crucial est basculé. Ces papillons n'atteignent pas la maturité sexuelle. Au lieu de s'accoupler et de pondre des œufs, ils entrent dans un état de diapause reproductive. Toute leur énergie n'est pas canalisée vers la création de la prochaine génération, mais vers la préparation d'un immense voyage qui leur est propre, un voyage que leurs ancêtres ont fait dans la direction opposée. C'est peut-être le plus grand mystère de tous. Comment cette génération, séparée par 3 ou 4 cycles de vie des ancêtres qui ont quitté le Mexique, connaît-elle le chemin du retour? Ils n'ont pas de parents pour les guider, pas d'expérience acquise. Pourtant, à l'approche de l'automne, ils commencent à se déplacer vers le sud, leur trajectoire de vol convergeant en de grands courants migratoires. Ils sont guidés par une boussole interne, une combinaison sophistiquée de sens. Ils utilisent la position du soleil dans le ciel comme principal outil directionnel, corrigé par une horloge interne de compensation du temps située dans leurs antennes.
Mais le soleil n'est pas leur seul guide. Il y a de plus en plus de preuves que les monarques possèdent également un sens magnétique, leur permettant de naviguer les jours nuageux lorsque le soleil est obscurci. Cette capacité remarquable, une forme de magnétoréception, les aide à maintenir leur cap vers une destination qu'ils n'ont jamais vue, un groupe spécifique de montagnes dans un pays qu'ils n'ont jamais connu. C'est un exploit de navigation biologique qui rivalise avec celui de n'importe quel oiseau ou baleine, réalisé par un insecte dont le cerveau n'est pas plus grand qu'une tête d'épingle. Leur voyage vers le sud est un vol unique et continu, couvrant jusqu'à 3000 miles. Les mêmes papillons qui ont commencé au Canada, s'ils survivent au voyage ardu, arriveront dans les forêts de sapins Oyamel du Mexique. Ici, ils se regrouperont pour se réchauffer, formant les colonies denses et endormies qui passeront l'hiver. Ils ont bouclé la boucle. Ils sont retournés à l'endroit précis de leurs arrière-arrière-grands-parents, bouclant ainsi la boucle de l'histoire. C'est une merveille scientifique, un témoignage des mécanismes complexes et encore partiellement cachés qui régissent la vie sur notre planète. Sur le Serengeti, la saison sèche donne un signal ancestral. C'est le début de la grande migration. Plus d'1,5 million de gnous, accompagnés de zèbres et de gazelles, commencent à se rassembler. Les gnous suivent les pluies. Leur voyage les mènera sur une boucle colossale à travers la Tanzanie et le Kenya. La traversée des grandes rivières est périlleuse. Pour les crocodiles, la migration est un banquet annuel. Ayant atteint les pâturages luxuriants du Masai Mara, les gnous trouvent leur récompense. La grande migration a bouclé la boucle. Dans le vaste Arctique gelé, un signal est envoyé. C'est la sterne arctique, une créature d'apparence délicate. À mesure que les jours raccourcissent, ces oiseaux s'agitent, prêts pour un voyage aux proportions incroyables. Leur périple est la plus longue route migratoire de tous les animaux, un aller-retour de 90 000 km. Ils se rassemblent en grands groupes tourbillonnants. Ils poursuivent le soleil jusqu'à l'extrémité opposée de la Terre, s'assurant de vivre dans une lumière du jour perpétuelle. Après des mois, ils atteignent leur destination, l'Antarctique. Les sternes sont arrivés dans une terre d'une beauté saisissante. Connaître 2 étés par an signifie que la sterne arctique voit plus de lumière du jour que toute autre créature. Le voyage doit être refait, de retour vers l'Arctique. Ce pèlerinage sans fin définit la sterne arctique, une voyageuse éternelle liée à la lumière. Dans les eaux glaciales et riches en nutriments qui entourent l'Antarctique, un géant s'éveille. C'est la baleine à bosse, un léviathan des profondeurs, 40 tonnes de muscles et de graisse, propulsée par une nageoire caudale aussi large qu'une petite voiture. Pendant des mois, elle s'est nourrie, se gavant de l'incroyable abondance de krill, de minuscules crustacés qui pullulent dans l'océan austral en quantité inimaginable. Utilisant sa technique remarquable de chasse en filet de bulles, la baleine a accumulé d'immenses réserves d'énergie pour la tâche monumentale qui l'attend, un voyage d'une envergure à couper le souffle et d'un profond dessein. Alors que l'hiver austral approche, projetant une longue ombre sur les mers polaires et les enfermant dans la glace, l'ancien instinct de migration prend le dessus. La température de l'eau chute et les sources de nourriture commencent à se raréfier. Mais ce n'est pas seulement le froid qui les pousse. Un besoin plus profond, plus primaire est à l'œuvre, un impératif biologique de chercher des eaux plus chaudes et plus sûres. C'est l'appel à se reproduire, à s'accoupler, et pour les femelles gestantes, à mettre bas dans un environnement plus doux et protégé. La destination se trouve à des milliers de kilomètres au nord, dans des eaux tropicales chaudes et claires, au large des côtes d'Australie, d'Amérique du Sud et d'Afrique. Ce voyage est l'une des plus longues migrations de tous les mammifères sur Terre, une nage incessante du congélateur de la planète à sa nurserie. Les baleines voyageront pendant des mois sans se nourrir, comptant entièrement sur leur graisse accumulée. Pour elles, les tropiques sont un désert, dépourvus de leur principale source de nourriture. La survie dépend uniquement du carburant qu'elles transportent. D'un puissant coup de queue, elles démarrent.
Voyageant seules ou en petits groupes, elles mettent le cap sur les tropiques. Leur passage est un spectacle majestueux, marqué par leurs brèches emblématiques et explosives, où elles propulsent tout leur corps hors de l'eau, dans des démonstrations de puissance et de grâce immenses. Ce sont des voyageuses colossales, naviguant dans l'étendue sans repère de l'océan ouvert, avec une précision inspirante, laissant derrière elles la nature sauvage et glacée pour la promesse de chaleur et d'une nouvelle vie. Après un voyage pouvant atteindre 10 000 km, les baleines arrivent dans les lagons calmes et abrités des tropiques. Le contraste avec leur zone d'alimentation antarctique ne pourrait être plus frappant. Ici, l'eau est chaude et cristalline, le fond marin est sablonneux et les récifs coralliens offrent une barrière protectrice contre les dangers de l'océan ouvert. C'est leur zone de reproduction ancestrale, la nurserie océanique où le grand cycle de la vie se poursuivra. Le but premier de cette immense migration est maintenant à portée de main et le comportement des baleines change radicalement. Les mâles arrivent prêts à rivaliser. Les eaux tranquilles sont transformées en une arène de concours spectaculaire. Ils s'engagent dans des batailles épiques pour l'attention des femelles réceptives, leur chant obsédant et complexe résonnant sur des kilomètres à travers l'eau. Ces chants, une série de gémissements, de cris et de grognements, comptent parmi les manifestations acoustiques les plus sophistiquées du règne animal. Ailleurs, les mâles se battront physiquement, se chargeant les uns les autres, se bousculant pour la position et frappant l'eau avec leurs immenses nageoires pectorales et caudales dans de puissantes démonstrations de force et de forme physique. C'est une période de rivalité intense, où seuls les mâles les plus dominants gagneront le droit de s'accoupler. Pour les femelles gestantes qui ont fait le même voyage ardu, c'est un sanctuaire. Ici, dans la sécurité relative des eaux chaudes et peu profondes, elles donnent naissance à leurs baleineaux. Un nouveau-né à bosse est déjà immense, pesant environ 1 tonne et mesurant de 4 à 5 mètres de long. La mère guide immédiatement son baleineau à la surface pour sa première respiration. Pendant les prochains mois, sa vie sera consacrée à protéger et à nourrir sa progéniture, la nourrissant d'un lait incroyablement riche, presque 50% de matière grasse, permettant au baleineau de grandir rapidement et de développer sa propre couche isolante de graisse. C'est une période de grande vulnérabilité. Les mères, n'ayant pas mangé depuis des mois, dépensent d'énormes quantités d'énergie pour allaiter leurs petits. Les baleineaux, bien que grands, sont inexpérimentés et sont des cibles de choix pour les prédateurs comme les requins-tigres et les orques. La mère reste constamment vigilante, gardant son baleineau près d'elle, lui apprenant à respirer, à nager et à communiquer. Ces nurseries tropicales sont le creuset dans lequel la prochaine génération de Léviathans est forgée, une période critique d'apprentissage et de croissance avant qu'ils ne doivent eux aussi affronter le long voyage vers le sud. Les mois passés dans la nurserie tropicale s'écoulent et un changement est à nouveau dans l'air. Les baleineaux ont grandi, sont devenus plus confiants et ont développé une épaisse couche de graisse essentielle à leur survie dans les eaux plus froides. Les mères, cependant, sont émaciées, ayant perdu jusqu'à 1/3 de leur poids corporel. Leur propre besoin de subsistance est maintenant critique. Les rythmes anciens de la planète signalent que le moment est venu de retourner vers les lieux d'alimentation, vers l'abondance de l'été antarctique, qui commence maintenant sa floraison glorieuse. Le long voyage vers le sud commence, maintenant avec la responsabilité supplémentaire d'un jeune baleineau à remorquer. Le rythme est plus lent, plus mesuré, dicté par les besoins du jeune. La mère doit guider son baleineau à travers le vaste océan, lui enseignant la route migratoire qu'il suivra pour le reste de sa vie. C'est un transfert de connaissances crucial, une culture océanique transmise de génération en génération. Le lien entre la mère et le petit est incroyablement fort, une connexion vitale qui assure la survie du petit à travers les nombreux périls de la haute mer. Elles doivent naviguer à travers les voies de navigation et passer devant la menace toujours présente d'enchevêtrement dans les engins de pêche, des dangers modernes ajoutés aux anciens. Le voyage met à l'épreuve les réserves épuisées de la mer
jusqu'à leur limite absolue. Elle doit protéger son baleineau des prédateurs tout en continuant à jeûner, sa propre survie étant en jeu. C'est l'acte ultime de sacrifice parental, assurant l'avenir de sa lignée à un coût personnel immense. Le succès de ce voyage de retour est un témoignage de sa force et de son dévouement en tant que parent. Finalement, après des mois de voyage, elles reviennent dans les eaux froides et vivifiantes de l'Antarctique. La réunion avec les mers riches en krill est un moment de profond soulagement. La mère peut enfin se nourrir, réapprovisionnant son corps épuisé, tandis que le baleineau découvre pour la première fois la richesse de l'océan austral. Il a survécu à sa première grande migration, un voyage aller-retour colossal qui l'a préparé à une vie de voyage océanique. Le grand cycle est complet, un rythme intemporel d'alimentation et de reproduction, de glace et de chaleur qui définit la vie magnifique de la baleine à bosse. Au cœur des eaux froides et claires d'une rivière isolée, une vie commence. Elle débute sous la forme d'un minuscule œuf translucide, enfoui en toute sécurité dans un nid de gravier ou frayère par sa mère. C'est le saumon, un poisson né en eau douce, mais destiné à une grande odyssée dans l'immensité de l'océan salé. Après l'éclosion, ces jeunes poissons, appelés alevins puis alevinons, passent leurs premières années dans la sécurité relative de leur cours d'eau natale. Ici, ils doivent apprendre à chasser les insectes et à échapper aux prédateurs, devenant plus forts dans les courants familiers de leur lieu de naissance. À mesure qu'ils se transforment en tacons, marqués de taches de camouflage distinctives, l'attrait irrésistible d'un monde différent commence à se faire sentir. Une transformation physiologique extraordinaire, appelée smoltification, commence. Leurs corps se préparent à l'immense défi de passer d'un environnement d'eau douce à un environnement d'eau salée. Leurs branchies s'adaptent pour excréter le sel, leur peau prend une couleur argentée pour le camouflage en pleine mer, et leur être entier s'oriente vers la mer. C'est un changement profond et irréversible, le point de non-retour. Poussés par cette pulsion innée, les jeunes saumons, désormais appelés smolt, entament leur première grande migration, cette fois-ci en aval, vers l'océan. Ce voyage est semé d'embûches. Ils doivent traverser une succession de prédateurs, des oiseaux de proie aux poissons plus grands, et surmonter les obstacles créés par l'homme comme les barrages et la pollution. Ils voyagent en banc, trouvant la sécurité dans le nombre alors qu'ils sont emportés par le courant de la rivière, chaque kilomètre les rapprochant de l'immense et étrange monde de la mer, un monde que leur instinct leur dit être leur destinée. En atteignant l'estuaire, où la rivière rencontre la mer, ils font une pause. Cette zone saumâtre est une zone d'acclimatation cruciale, permettant à leur corps de faire les derniers ajustements à la salinité de l'océan. Puis, ils plongent dans l'immensité du Pacifique ou de l'Atlantique. Pendant les 1 à 7 prochaines années, ce sera leur foyer et leur terrain de chasse. Ils parcourront des milliers de kilomètres, devenant des adultes puissants et profilés. Leur vie un mystère caché sous les vagues, alors qu'ils se régalent des richesses de l'océan, accumulant la force pour le dernier et épique voyage qui les attend. Après des années passées à se nourrir dans l'immensité de l'océan, un appel mystérieux et puissant ramène les saumons des profondeurs. C'est un signal que la science s'efforce encore de comprendre pleinement, un instinct de retour d'une précision étonnante. On pense qu'ils utilisent le champ magnétique terrestre pour naviguer en pleine mer, les guidant vers la zone côtière générale de leur naissance. Mais à mesure qu'ils se rapprochent de la Terre, un sens encore plus remarquable prend le dessus, leur incroyable odorat. Ils recherchent une mémoire olfactive imprimée en eux il y a des années. Ils recherchent la signature chimique unique de leur cours d'eau natale, un bouquet spécifique de minéraux, de végétation et de phéromones qui est aussi distinct qu'une empreinte digitale. Ils peuvent détecter cette odeur familière en concentration infinitésimale, leur permettant de distinguer leur rivière d'origine de toutes les autres. Une fois qu'ils ont localisé l'embouchure de leur rivière, la dernière et la plus ardue étape de leur voyage commence. Ils cessent de se nourrir,
leur corps ayant stocké toute l'énergie dont ils auront besoin. Leur seul but est maintenant de remonter le courant jusqu'au lit de gravier même où ils sont nés. Le voyage en amont est une bataille contre la force implacable du courant de la rivière. C'est une tâche épuisante, apparemment impossible. Les saumons doivent sauter par-dessus les cascades, naviguer à travers des rapides puissants et se frayer un chemin dans les échelles à poissons des barrages construits par l'homme. Leurs corps élancés et argentés, autrefois conçus pour l'océan, se transforment à nouveau. Ils développent des mâchoires crochues, appelées carpes, et leur peau prend un rouge vif ou un vert profond, signe de leur préparation à la ponte. Ce sont des athlètes qui poussent leur corps à la limite absolue de l'endurance. Cette migration en amont est une course contre la montre et l'épuisement, et elle attire une foule de prédateurs. Les ours bruns et les grizzlies se rassemblent le long des rives, calant leur propre vie sur ce festin annuel. Les aigles et autres oiseaux de proie patrouillent du ciel, tandis que les loutres chassent dans les eaux peu profondes. Chaque saumon qui traverse ce piège mortel est un témoignage d'une force incroyable et d'une détermination instinctive inébranlable. C'est une lutte héroïque et souvent fatale, tout cela pour avoir la chance d'atteindre leur frayère et de boucler le cycle de leur vie. Ceux qui survivent à l'ascension éprouvante arrivent enfin, meurtris et épuisés, à leur destination. Ils ont trouvé le tronçon exact de la rivière, parfois le même lit de gravier où leur propre vie a commencé. Les femelles utilisent leur queue pour creuser un nid dans le lit de la rivière, balayant les galets pour créer une dépression. Les mâles, qui se sont battus férocement entre eux pour la proximité des femelles, interviennent pour féconder les œufs au fur et à mesure qu'ils sont déposés. C'est l'aboutissement de toute leur existence, l'acte final pour lequel ils ont tout sacrifié. Ayant rempli leur destinée biologique, le voyage du saumon prend fin. Leur corps, complètement épuisé par la migration ardue et l'effort de la ponte, commence rapidement à se détériorer. Ils n'ont pas mangé depuis des semaines et leurs corps se sont littéralement consumés pour fournir l'énergie nécessaire à cet acte final. Dans les jours qui suivent la ponte, ils mourront. Leurs derniers instants se passent à dériver dans les courants de la rivière qui leur a donné la vie, leur but accompli. La rivière est maintenant ensemencée de la prochaine génération, assurant la continuation de leur incroyable lignée. Mais la mort du saumon n'est pas une fin. C'est un début vital pour tout l'écosystème. Leurs carcasses en décomposition libèrent une énorme impulsion de nutriments d'origine marine, tels que l'azote et le phosphore, dans les écosystèmes d'eau douce et terrestre. Ici, dans le vaste Arctique gelé, un rythme primal dicte la vie. Pour le caribou, ce rythme est son existence même. De grands troupeaux suivent l'appel de la toundra, guidés par l'instinct. Leur périple s'étend à travers un paysage magnifique mais indifférent. La fonte des neiges printanières transforme les ruisseaux en torrents déchaînés. Des chasseurs tournoient, cherchant la faiblesse. Les insectes descendent en nombre suffocant. Les femelles épuisées atteignent les aires de mise bas-côtière. Des dizaines de milliers de veaux naissent. Les veaux entreprennent leur première grande migration, dépendant de la connaissance héritée. Ce pèlerinage intemporel est l'essence même de l'être caribou. Loin au-dessus de l'océan austral vit l'albatros hurleur. Avec la plus grande envergure de tous les oiseaux vivants, l'albatros est un planeur hors pair. Ce sont de véritables circumnavigateurs faisant régulièrement le tour du globe. Ce sont des voyageurs solitaires, de minuscules points de vie face à l'immensité de l'océan. Ils cherchent des calmars, des poissons et du krill. L'albatros a un sens de l'odorat exceptionnel, le guidant vers un repas. Ils peuvent même dormir en vol. Pendant près de 10 ans, un jeune albatros sillonnera les océans sans jamais poser le pied à terre. L'appel de la reproduction est la seule force assez puissante pour ramener ces migrateurs sur terre. Ils retournent sur leur île natale et s'engagent dans des rituels de cours élaborés. Nous avons parcouru le globe, des forêts ensoleillées du Mexique aux glaces balayées par le vent des régions polaires. Nous avons été témoins de la détermination inébranlable du papillon monarque, un insecte fragile dans une quête multigénérationnelle.
Nous avons senti la terre trembler sous les sabots d'1 million de gnous, et nous nous sommes émerveillés devant la sterne arctique, une créature qui vit dans un état d'été perpétuel. Ce ne sont pas seulement des histoires de mouvement. Ce sont des récits épiques de survie, d'instinct et d'une connexion profonde au rythme de notre planète. Le doux passage de la baleine à bosse des mers polaires aux nurseries tropicales. La lutte désespérée et finale du saumon contre le courant. La marche stoïque du caribou à travers la toundra et la danse solitaire de l'albatros avec le vent. Chaque voyage est un fil vital dans la tapisserie complexe de la vie. Ce sont de puissants rappels de la résilience et de la pure merveille, époustouflante du monde naturel. Ces migrations façonnent les paysages, soutiennent des écosystèmes entiers et démontrent une force et une endurance qui commandent notre plus profond respect et notre admiration. Contempler ces voyages, c'est réfléchir à l'interconnexion de toute vie. Les défis auxquels ces animaux sont confrontés, des prédateurs à la famine, en passant par les extrêmes climatiques, sont immenses. Pourtant, génération après génération, ils suivent les chemins ancestraux tracés par leurs aïeux. Leurs voyages sans fin témoignent de la puissance de l'évolution et de l'esprit indomptable de la vie elle-même. Ils nous rappellent que nous partageons ce monde avec des créatures aux capacités extraordinaires, dont les vies sont guidées par des forces que nous commençons seulement à comprendre. Tandis que nous concluons notre voyage, nous sommes remplis d'un sentiment d'admiration. Le monde est rempli de telles merveilles, d'histoires qui se déroulent à chaque instant, dans les cieux au-dessus de nous et les océans sous nous. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à regarder le monde avec de nouveaux yeux, à apprécier les incroyables voyageurs avec qui nous partageons notre foyer. Merci de nous avoir rejoints dans cette expédition à travers la planète. Nous vous encourageons à partager votre migration animale préférée dans les commentaires ci-dessous et à vous abonner pour plus de voyages au cœur sauvage de notre monde.